L'exposé sera séparé en deux parties. La première partie, dans la première partie, je me poserai la question suivante, c'est-à-dire quels sont les principaux discours économiques qui apparaissent dans l'œuvre de Balzac. Quelles sont les doctrines que Balzac repère? Quelles sont les doctrines que Balzac approuve ou désapprouve dans son œuvre? Que dit, d'une certaine manière, Balzac des grandes innovations économiques qui apparaissent avant, pendant et après la Révolution française? Cette partie sera séparée en trois. D'abord, le mercantilisme agonisant ou en attendant Eugénie Grandet, le discours des physiocrates ou le libéralisme naissant et la réconciliation et l'harmonisation économique. Dans un deuxième temps, je me poserai la question plus littéraire, à savoir comment la forme roman représente ces discours, comment la forme roman représente ces théories, et d'une certaine manière, quelle est la nature du savoir romanesque balzacien en matière d'économie. Que disent au juste les romans de Balzac sur le libre-échange, sur la spéculation, sur les intérêts, sur l'harmonisation et des classes économiques? Que disent ou que ne disent pas les théories économiques de l'époque? Cette partie sera séparée en quatre. Premièrement, les critiques des fondements du libéralisme naissant, l'objectivation des groupes ou la lecture habituellement marxiste que l'on fait de Balzac à partir de Engels, Marx et Lukács. Ensuite, troisième partie, le décloisonnement des discours et finalement le fameux cauchemar économique de Balzac où Balzac et le problème de moraliser l'économie. Ici, vous avez une espèce de graphique que j'ai essayé de faire. D'un côté, vous avez le discours des physiocrates qui serait comme celui perçu ici comme le paradigme de la modernité économique, comme l'ont montré Joseph Schumpeter et Catherine Larraine. De l'autre côté, vous avez le mercantilisme comme une forme désuète ou une forme d'économie qui serait passéiste. Et à l'intérieur de tout ça, vous avez différents termes, des mots pivots, des nouveaux concepts qui apparaissent dans l'œuvre de Balzac et qui vont être analysés d'une certaine manière qui n'est pas celle habituellement ou qui n'est pas de la manière que le font les théories politiques. Mon échantillonnage, ce ne sera pas la totalité de la comédie humaine. J'ai pris ici 5 romans, principalement, Le médecin de campagne, Les paysans, César Birotteau, Eugénie Grandet, Le père Goriot, mais on pourrait aussi mettre l'envers de l'histoire contemporaine. Le mercantilisme agonisant. En quelques instants, qu'est-ce que le mercantilisme pour Balzac? Comment représente-t-il ce mercantilisme? Que dit-il au juste du mercantilisme? Si j'avais à définir brièvement le mercantilisme, je pourrais le définir en 5 ou 6 points. Premièrement, on peut dire que c'est une conception aristotélicienne de l'économie, c'est-à-dire que c'est une économie basée sur l'autosuffisance. L'État c'est l'analogie qu'on n'arrête pas de faire avec le corps, que l'État est ce corps, le cœur, plutôt le territoire et le corps, le cœur et l'État, les artères sont les vaisseaux et les routes, et le sang est cette espèce de bien échangeable qui circule dans un territoire fermé. L'analogie revient souvent. Et d'une certaine manière, si on échange du surplus. Et habituellement, le mercantilisme est d'abord un commerce qui est basé sur le commerce du luxe. Les échanges de surplus, et aussi cet échange de surplus se fait par le biais des douanes et des tarifs douaniers très élevés. Cette espèce de mercantilisme apparaît dans Balzac, mais toujours sur une forme, on pourrait dire, du nevermore, de la forme du modèle économique qui est en train de disparaître, qui n'apparaît plus, qui est encore pratiqué par certains des personnages dans la comédie humaine, mais qui est pratiqué à leur détriment. C'est-à-dire qu'ils vont finalement se vouer à l'échec ou à la ruine. Les meilleurs exemples, c'est les Grassin et les Cruchot dans Eugénie Grandet, qui attendent l'art d'Eugénie Grandet, qui ont encore une mentalité de faire des alliances. Pour eux, l'art doit demeurer, c'est la fameuse croyance chrysohédonique, c'est-à-dire que la valeur ultime se trouve dans l'art. Cet art-là doit s'acquérir par alliance, et cette alliance fait en sorte que l'art va rester dans un corps fermé ou en vase clos. Ces deux familles, comme je dis, ont une conception archaïque de la nature et de l'origine de la valeur. Ils évoluent
évolue à l'extérieur des trois sphères modernes qui sont pour Balzac, des trois sphères économiques modernes que sont pour Balzac la production, la spéculation et le travail. Cette même vision aussi se retrouve chez Rastignac, première mouture, c'est-à-dire Rastignac avant les grands discours de Vautrin sur la modernité économique, où il croit encore que la valeur ultime est l'art, incarné par les filles du père Goriot, qui sont en réalité des fausses duchesses ruinées, et qui, elles aussi, évoluent dans un vase clos, en apparence, et qui, d'une certaine manière, auraient une valeur en soi, valeur qui ne pourrait que aller se chercher par des alliances. L'ambivalence de Balzac, la première ambivalence, il y en a plusieurs, comme vous allez le noter, est de montrer et de faire une critique du mercantilisme, mais cette critique du mercantilisme ne mène pas à faire l'éloge des théories des physiocrates ou du libéralisme naissant. À l'intérieur de son œuvre se déploient deux axes d'évaluation économique qui sont continuellement en contradiction. Premier axe, compétence économique, capacité à accéder ou à participer à une production efficace et, d'une certaine manière, à un nouveau mode de production de valeur. Deuxième axe, un jugement moral sur cette production. Et la grande tension de la comédie humaine et des différents romans que je vois avec vous aujourd'hui, c'est de montrer que cette performance économique est en contradiction avec une moralité. Je nommerai ici une moralité balzacienne. Maintenant, j'ai vu les physiocrates. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai vu le mercantilisme, la vulgate mercantiliste, parce qu'elle apparaît chez Balzac. Pour la physiocratie. Qu'est-ce que la physiocratie, brièvement, et évidemment, et qu'est-ce que Balzac dit de cette physiocratie? Je suis sûr que la plupart d'entre vous le savent, mais la physiocratie, c'est plus ou moins se construit ou s'élabore ou se pense et se théorise autour d'un groupe de penseurs français dont le centre serait François Quesnay, que tous les économistes, nous dit Schumpeter, considèrent comme l'une des plus grandes figures de leur science. Les principaux physiocrates seraient Quesnay, Vincent de Gournay, Richard Cantillon, Turgot. Et je vous lis ici une phrase de Turgot sur Éloge de Vincent de Gournay qui représente, selon moi, une synthèse de la doctrine physiocratique. Turgot nous dit « La plus grande partie des hommes est naturellement portée au principe doux de la liberté de commerce. » Cette phrase fait en sorte que pour les physiocrates, le commerce est une émanation des lois naturelles. Je vais essayer de faire quelques citations. Il doit être libre. L'entraver équivaut à mettre en danger son doux principe. Je vous fais certaines citations ici. Gournay dit, en France, ceux qui ont fait nos lois, on pourrait ainsi dire présumer que nul négociant, nul fabricant n'était de bonne foi et que la tromperie était si fort inséparable du commerce que le souverain devait veiller continuellement pour l'empêcher. Les physiocrates sont contre l'intervention du gouvernement, sont pour la déréglementation, sont pour l'abolition ou du moins la nette diminution des tarifs douaniers. Je vous lis ici Clicquot, Blair-Veitch. L'intérêt et la concurrence, ça va revenir. Les deux agents les plus puissants du commerce sont plus efficaces que l'inspection et le règlement. Deux points à retenir. Premièrement, le commerce prime sur le principe aristotélicien d'autosuffisance ou d'autarcie. L'État doit au mieux protéger le désir de commercer, mais d'aucune façon intervenir, car l'intervention ferait en sorte que les principes naturels du commerce seraient bousillés et le commerce ne pourrait plus suivre sa pente naturelle qui est celle de la douceur. Où est l'intérêt, dit encore Clicquot, Blair-Veitch, où l'intérêt commande plutôt, il ne faut pas la loi. Les physiocrates vont mettre au point des mots, des mots ou des mots concepts que l'on revoit souvent et qui vont revenir sous la plume de Balzac, que ce soit l'idée du doux commerce chez Gournay, de l'honnête négociant chez Turgot, de l'intérêt de l'individu qui sert l'intérêt public chez Quesnay. Tout ceci me conduit ou conduisent les physiocrates et surtout Quesnay a formulé, selon Schumpeter, le premier à formuler la théorie de l'harmonie des classes.
Je vous cite Schumpeter, Histoire de l'analyse économique. Quesnay n'a pas manqué de passer de la concordance universelle, ou plutôt de la complémentarité des intérêts des individus dans une société concurrentielle, à l'affirmation de l'harmonie universelle des intérêts de classe. Ce qui fait de lui le précurseur de la doctrine de l'harmonie du 19e siècle, qui sera repris par la suite par C et par Bastia. Le tableau économique montre comment, pour ainsi dire, chaque classe subsiste aux dépens de toutes les autres, et en particulier comment la prospérité des propriétaires fonciers conditionne la prospérité des autres classes. Donc, d'une certaine façon, de l'utopie proto-libérale des physiocrates jusqu'au gouvernement de Louis-Philippe, apparaît une doctrine qui va être souvent reprise par plusieurs personnages de Balzac, c'est-à-dire la doctrine du « enrichissez-vous ». Ici, je vous cite l'abbé Coyer. L'abbé Coyer disait déjà « enrichissez-vous et faites le bien de l'État par une voie honnête », c'est-à-dire « commercer ». Cette phrase va être reprise plus tard par Guizot, le fameux « enrichissez-vous ». Guizot disait « éclairez-vous, enrichissez-vous, améliorez la condition morale et matérielle de notre France ». Balzac va systématiquement s'opposer à ces principes tout en étant capable de les identifier comme étant les moteurs de l'économie moderne. Et c'est ici son paradoxe. Plus en plus Balzac va être capable d'identifier ce qui lui apparaît comme étant la nouvelle économie, plus ces principes d'une nouvelle économie vont aller à l'encontre de la moralité balzacienne. À l'harmonisation des classes va apparaître dans la comédie humaine la radicalisation des antagonistes. Au dérèglement de l'État va apparaître la dégradation des mœurs. Au doux commerce va apparaître l'exploitation des plus faibles, des plus naïfs, des moins crapuleux, ce qu'on pourrait nommer les Justines du commerce. À l'honnête négociant va apparaître le froid calcul du spéculateur apatride. Donc, la question que je me pose, c'est comment fonctionne la fiction balzacienne en matière d'économie? Que fait Balzac que la plupart ou ce que les théories économiques ne font pas? Il y aurait quatre mécanismes, ou du moins 3 grands mécanismes dans la fiction balzacienne en matière d'identification des procédés économiques. Et aussi, cette identification étant souvent vue comme une opposition. Première technique qui est sans doute la plus banale, la moins littéraire, la plus simpliste, le côté que je nomme un peu curé ou sacerdotal de Balzac, c'est en disséminant partout dans sa prose des petites maximes qui vont à l'encontre des principes du libéralisme naissant. Ça, vous l'avez partout. Donc, d'une certaine manière, ça serait le degré zéro de l'invention fictionnelle balzacienne en matière de représentation de l'économie. Je vous lis certains exemples ici. Bon, au lieu d'avoir des croyances, va dire Bénassis dans Le médecin de campagne, nous avons des intérêts, le fameux mot intérêt. Si chacun ne pense qu'à soi et n'a de foi qu'en lui-même, comment voulez-vous rencontrer beaucoup de courage civil quand la condition de cette vertu consiste dans le renoncement à soi-même? Autre phrase, Molineux à Birotteau dans César Birotteau, l'argent ne connaît personne, il n'a pas d'oreille l'argent, il n'a pas de cœur l'argent. Père Goriot, à un certain moment donné, Rastignac va comprendre les nouveaux modes de production économique et il va dire Vautrin a raison, la fortune et la vertu. Charles Grandet, sur lequel je vais revenir plus tard, une fois qu'il décide de refaire fortune en faisant le commerce d'esclaves, le narrateur va dire au contact perpétuel des intérêts, son cœur se refroidit, se contracta, se dessécha. Donc, d'une certaine manière, l'économie moderne, une fois qu'elle est identifiée, devient, sous la pose balzacienne, synonyme d'égoïsme, d'indifférence, de dégradation des mœurs, de perte, d'une certaine manière, de sympathie. Le deuxième point, qui est selon moi plus intéressant parce qu'il naît de la fiction balzacienne elle-même, c'est cette capacité que ont vu Marx, Engels et par la suite Lukács, d'avoir mis en scène non plus des classes sociales, mais des classes économiques. Et des classes économiques qui ont pour principale caractéristique non seulement d'être poreuses, mais aussi d'être en complète lutte ou être en lutte continuelle. L'antagonisme entre les classes économique serait même, et c'est une de mes hypothèses, à la base de la fiction balzacienne.
Pour certains romans, du moins, compréhension de l'économie et création romanesque seraient indissociables. Encore mieux, la fiction aurait permis à Balzac d'appréhender autrement les théories dont l'exactitude ne tiendrait, du moins c'est là une des hypothèses énoncées par la fiction balzacienne, qu'à leur cantonnement discursif, au fait qu'elles n'interagissent pas avec les passions humaines. D'une certaine façon, que va nous faire Balzac? Il va le faire la critique de la grand présupposé des théories physiocratiques ou du libéralisme naissant, c'est-à-dire que l'harmonisation des classes et leur complémentarité est sans doute la plus grande fiction. Et que c'est par la fiction qu'il va essayer de montrer que cette théorie de l'harmonisation est fausse. Vous devez savoir que c'est à partir de cette idée-là que Engels considérait que Balzac était sans aucun doute un des plus grands théoriciens de l'économie. Ici, je vous lis pas au complet la lettre, mais à Margaret Ankness, à qui il écrit, il dit que au centre de la fiction balzacienne, ou du moins grâce à la fiction balzacienne, il a appris davantage, from which even in economic detail I have learned more than from all professed historians, economists and statisticians of the period together. Pour Engels, de même pour Marx, cette idée que Balzac réussit à transcender ses propres idées économiques et d'être capable d'objectiver cette lutte de classe économique fait de lui un économiste. Ici, Paul Lafarge, dans ses souvenirs sur Karl Marx, nous disait, au sujet de Karl Marx, qu'il plaçait Cervantes et Balzac au-dessus de tous les autres romanciers. Il voyait dans le Don Quichotte l'épopée de la chevalerie à son déclin, dont les vertus allaient devenir dans le monde bourgeois naissant un objet de moquerie et de ridicule. Et il avait une telle admiration pour Balzac qu'il voulait écrire un livre sur lui. Livre dans lequel il montrerait que Balzac met en scène finalement un mode économique agonisant et un autre qui apparaît. Souvent, dans ces roman, Balzac va énoncer cette phrase qui a, selon moi, une longue postérité, c'est-à-dire « Dis-moi ce que tu as et je te dirai ce que tu penses ». C'est-à-dire que le déterminisme de la conscience ou le déterminisme de la pensée est intimement lié à un pouvoir économique. C'est un peu ce qui va arriver à Rastignac lorsque lorsque Vautrin va lui dire dans le Père Goriot « Je vais te dire, moi, ta réelle condition. Tu penses encore en termes de classe. Tu habites encore dans une mentalité qui n'est plus la mentalité actuelle. Voici ce que tu es. » Et le jeune Rastignac va réaliser qu'il n'a rien, qu'il est ruiné. Il a bien beau être d'origine aristocrate, il n'a pas de pouvoir. Voilà, se dit-il, l'homme au coupé, celui qui réussit, le capitaliste, le spéculateur. Mais il faut donc avoir des chevaux fringants délivrés et de l'or à flot pour obtenir le regard d'une femme de Paris. Il avait 130 francs pour son trimestre. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa tante ne dépensaient pas 200 francs par mois à eux tous. Cette rapide comparaison entre sa situation présente et le but auquel il fallait parvenir contribuèrent à le stupéfier. Le pouvoir se déplace d'une certaine manière et Balzac montre ce déplacement par le biais de la fiction. La libération du commerce que prenaient jadis les physiocrates qui s'incarnent dans le libéralisme devient une guerre sociale. Guerre sociale, d'une certaine manière, qui est le moteur même de la fiction balzacienne. D'une certaine manière, le capital va prendre plus ou moins le pas sur les autres mentalités économiques et c'est par le biais de la fiction qu'il va réussir à en montrer les conséquences. Ceci m'amène au troisième point, c'est-à-dire au décloisonnement des discours. Une des grandes différences, monsieur l'avait souligné ce matin, c'est cette idée que la création peut mettre en scène des contradictions, peut réussir à montrer un autre côté de tel discours ou de telle théorie en faisant des connexions ou en mettant ensemble qu'est-ce que dans l'organisation du discours n'est pas nécessairement connecté. Les personnages de Balzac ne sont pas des homo economicus au sens premier. Ils ont des passions, ils ont des vices, ils obéissent autant à leur pulsion qu'à leur raison et surtout, ils migrent dans tous les recoins de la société et sont prêts à enfreindre souvent toutes les lois pour atteindre leur but. La force de Balzac serait triple. Premièrement, il aurait réussi à identifier certaines classes économiques. Deuxièmement, il
il essaie par le biais de sa fiction à décrire les fonctionnements, mais aussi il essaie de montrer l'étrange porosité qui les unit. D'une certaine manière, comment est-ce que les liens et le labyrinthe des classes s'organisent dans la société naissante? Le paradoxe est le suivant. Pour rendre compte de la vie des personnages dans la modernité économique de la monarchie de Juillet, il faut les coulisses des mœurs, les arrière-fonds, les doubles tiroirs, le non-dit que le discours économique ne peut pas dire et que seule la fiction, peut-être, pourrait éclairer. Encore une fois, c'est la forme romanesque qui permet à Balzac de jeter un autre regard sur la nature des pratiques économique. Et d'une certaine manière, c'est ce que Jacques Dubois, dans le romancier du réel, explique. Je vous lis Dubois. Comme le fait Vautrin à Rubempré, Balzac entend dessiller les yeux du lecteur, lui apprendre à distinguer entre l'histoire officielle et l'histoire secrète, entre la menteuse et la honteuse. Complot, intrigue, amour caché, toute cette vie d'en dessous est le tout venant de la comédie humaine. Cette densité qui apparaît, d'une certaine manière, cette profondeur sociale que Balzac apporte à l'analyse économique, lui permet d'émettre des constats éthiques sur ces nouvelles pratiques. Sans fiction, d'une certaine manière, pas de densité et pas de densité, pas de jugement moral à la Balzac. C'est ainsi que, si je vous donne des exemples, pour Balzac, le mal est dans les détails. Le mal est aussi dans cette idée qu'il faut comprendre d'où vient l'argent, comment l'argent se promène dans la société et comment les personnages évoluent. Je vous donne deux exemples. Hier, dit-il au sujet d'une des filles du père Goriot, en haut de la roue chez une duchesse, dit Vautrin. Ce matin, en bas de l'échelle, chez un escompteur. Voilà les Parisiennes. Si leurs maris ne peuvent entretenir leur luxe effréné, elles se vendent. Si elles ne savent pas se vendre, elles inventeraient leur mère pour y chercher de quoi briller. Encore un autre exemple, c'est au sujet de la belle hollandaise dans César Birotteau. La belle hollandaise était de ces femmes folles qui ne s'inquiètent jamais d'où vient l'argent, ni comment il s'acquiert, et qui donneraient une fête avec les écus d'un parricide. Elle ne pensait jamais le lendemain à la veille. Pour elle, l'avenir était son après-midi. À la différence de la belle hollandaise, Balzac, lui, s'intéresse d'où vient l'argent, comment il s'acquiert, comment il migue, quels sont les ravages qu'il fait et quelles sont les passions qu'il engendre. Comment se font et se défont les fortunes? Qu'est-ce que le libre-échange, le dérèglement, les intérêts personnels, la concurrence, la réussite matérielle, une fois qu'elle est mise dans, on peut dire, une pluralité de discours et une description de mœurs? Car pour Balzac, et ça sera ici mon dernier point, les conséquences ultimes des innovations économiques conduisent à une pure exploitation et à une abolition de toute morale. C'est exactement ce que Vautrin va expliquer à Rastignac lorsqu'il va lui dire que le but ultime est de devenir propriétaire d'esclaves dans le Nouveau Monde. C'est exactement ce qui va arriver à Charles Grandet une fois qu'il va réaliser sa condition économique. Que font-ils? Ils décident d'obéir à leur intérêt. Ils décident, eux aussi, de devenir des spéculateurs. Mais à la différence des théories, l'harmonie ne naît pas de leur spéculation. Il vint donc sur les côtes d'Afrique et fit la traite de nègres, en joignant à son commerce d'hommes celui des marchandises les plus avantageuses, là il manque un S, à échanger sur les divers marchés où l'amenaient ses intérêts. À force de rouler à travers les hommes et des pays, d'en observer les coutumes contraires, ses idées se modifièrent et il devint sceptique. Il n'eut plus de notion fixe sur le juste et l'injuste. Charles devint dur, âpre à la curer. Il vendit des Chinois, des nègres, des nids d'hirondelles, des enfants, des artistes. Il fit l'usure en grand. La modernité économique a ici une double conséquence sur Balzac. Premièrement, la modernité économique lui permet de renouveler la forme roman en montrant les profondeurs sociales, les interconnexions inusitées, des nouveaux labyrinthes, des nouveaux types de passions. C'est qu'est-ce que développe Jacques Dubois dans les romanciers du réel. Mais aussi, il conduit Balzac à une impasse morale. C'est-à-dire que d'une manière systématique, la réussite économique et la moralité balzacienne sont en opposition.
En fait, ils ne sont pas toujours en opposition. Ils ne sont en opposition que lorsque les personnages ne décident pas de se repentir, lorsque les personnages ne commettent pas une faute. Et c'est ce que Lukács avait noté dans son fameux texte sur le réalisme de Balzac. Les seuls personnages que l'on avait qui unissent la moralité et la réussite économique sont des pénitents, nous dit Lukács, sont des illuminés. Dans la société capitaliste, je le cite, « Seul celui qui renonce, seul celui qui abandonne toute idée de bonheur personnel est capable de servir sincèrement et avec abnégation le bien public. » Et d'une certaine manière, pour ceux qui connaissent bien Balzac, il existe deux grandes œuvres dans la comédie humaine où il réussit à moraliser l'économie. Et ces deux œuvres qui ont pour caractéristique d'être presque en autarcie avec les autres discours, soit l'envers de l'histoire contemporaine et soit le médecin de campagne. C'est-à-dire qu'ils sont deux œuvres qui sont isolées de tous les autres discours, isolées des labyrinthes parisiens et dans lesquels les personnages décident d'adopter la mentalité d'Ozanam et de la société Saint-Vincent-de-Paul, c'est-à-dire de pratiquer la charité. Et c'est seulement ces personnages qui réussissent à moraliser l'économie naissante. Car pour Balzac, il semble impossible, du moins à l'intérieur de son œuvre, de percevoir d'autres modes économiques. La seule chose qu'il réussit à faire, et je terminerai là-dessus, à la place de l'harmonisation des intérêts à la Quenet ou de la main invisible d'Adam Smith, que met-il en place? Il met Dieu, et il nous dit, c'est Dieu qui intervient pour féconder de nouveau l'ordre social en imprégnant toutes les classes de ses doctrines conservatrices pour ainsi mettre un terme à l'iniquité du triomphe de l'économie.